Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. C'est par cette déclaration d'amour céleste que Soundous Moustarhim a choisi d'intituler son premier roman, écrit d'un jet de plume, 20 jours durant, avec l'écriture comme catharsis. Celle qui s'est sentie souvent seule, mais même au milieu des autres. Celle qui se croyait incomprise, celle qui avait peur d'être abandonnée, s'était oubliée dans un amour toxique. Celle qui se trouvait trop grosse, à 46 kilos. Celle qui ne se trouvait pas assez alors qu'elle en faisait toujours plus. Celle qui n'avait pas les mots pour comprendre son bouillonnement intérieur couchera sur papier un roman bouleversant. Sa force, sa fille Inaya, celle qui lui a, je cite, sauvé sa vie et à qui elle dédie son premier livre. « Waouh, maman, tu es jolie !» s'exclama la petite fille en voyant sa maman, une phrase qui résonne comme une formule magique pour toutes les personnes qui ont perdu confiance en elle. Soundous a retrouvé confiance en elle. Cette belgo-marocaine a eu plusieurs vies en une, de la finance à l'écriture, du lit d'hôpital au ring de boxe, d'une relation toxique à la mère de famille épanouie. Mais dans la vie de cette slasheuse, à la fois influenceuse, comédienne, autrice, la renaissance est venue d'un diagnostic. Soundous est une personne hypersensible et j'ai le plaisir d'avoir en studio Soundous Moustarhim. Bonjour Soundous. Bonjour, j'ai plus rien à dire, je vais m'en aller. Comment ça va Soundous? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors quand on vous voit souriante, joviale, pleine d'énergie, quand on lit le titre de votre roman, on est loin de s'imaginer les souffrances passées que vous décrivez comme des ténèbres. Une sorte de prison psychologique où votre geôlier était votre mari. Ce besoin d'écrire ce livre, c'était d'une certaine manière pour guérir de cet épisode douloureux de votre vie? Je pense que ça reste un épisode parmi tant d'autres et je pense que je représente simplement les humains de manière générale parce qu'on a tous plein d'épreuves adaptées à nous. Je pense que ce livre, il représente les épreuves, le cheminement de la vie. Maintenant, la vie de couple toxique, chacun, en fait, à sa manière, va trouver dans le livre un sujet où il va se dire le livre, c'est ça. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est aussi la maternité, c'est aussi la maladie, c'est aussi des belles choses, en fait, une belle fin. Maintenant, oui, il y a ce sujet-là. Je l'ai pas écrit pour ça. C'est plutôt, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est beaucoup d'épreuves, beaucoup. D'ailleurs, la dernière épreuve, ça n'est pas ça. On la découvre à la fin du livre, je ne vais pas dire ce que c'est. Mais je pense que c'est un livre qui représente un peu des sujets sociétaux. Et oui, également une relation toxique que j'ai vécue. Je dis, c'est un roman autobiographique, donc ce n'est pas exactement ma vie. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne le sont pas. Mais avant tout, ça reste une représentation métaphorique de ce qu'on traverse tous et de dire c'est OK en fait. Si on a vécu ça, de 1, on peut s'en sortir. De 2, la vie, elle est quand même belle. De 3, c'est pas tous les jours facile. Mais c'est plus une motivation qu'une plainte ou oui, c'est un partage en fait. Beaucoup de lectrices ou de lecteurs, parce qu'on peut être. Alors vous parlez justement de ces personnes toxiques. Ça peut être une femme face à son conjoint, mais ça peut être aussi un homme face à son épouse ou à sa conjointe. Finalement, ce livre peut servir aussi, en tout cas votre parcours et comment vous vous en êtes sorti, peut servir aussi à redonner de l'espoir à des personnes qui peuvent être dans cette situation. Mais vous expliquez une chose assez intéressante, c'est qu'en fait, il est difficile de se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. En fait, il y a tout un process. Mais avant d'expliquer cette partie-là, j'ai souvent des gens qui m'écrivent sur les réseaux en disant ouais, mais moi j'ai vécu ça en amitié, j'ai vécu ça au travail. C'est important de le dire. C'est très important parce qu'on n'est pas en train de dire qu'une relation... En fait, relation, c'est à partir du moment où il y a 2 personnes qui échangent, c'est déjà une relation. Et la toxicité, c'est quelque chose qui existe partout. Moi, ici, dans le livre, je décris ça dans le couple parce que c'est ce que j'ai vécu. Je l'explique même dans une autre relation qui est justement la goutte d'eau. La toxicité, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Quand c'est faible, au travail, on le gère mieux parce qu'on rentre à la maison, etc. Mais quand c'est très fort, même au travail, ça peut avoir une incidence majeure dans la vie. Certains rentrent en dépression parce qu'ils ont un collègue ou un responsable qui est pervers narcissique, qui est toxique et qui va rendre la vie professionnelle, pour le coup, invivable. Oui, et il y a beaucoup aussi dans des couples. Alors, au tout début, j'ai eu beaucoup de plaintes, on va dire, d'hommes qui disaient « Oui, c'est toujours les femmes qui se plaignent. Moi, j'ai vécu avec une perverse narcissique, il faut le dire. » Et donc,
je comprends et donc je dis attention, je lis un extrait du livre où l'héroïne c'est une femme, c'est pour ça que c'est au féminin, mais bien sûr c'est dans tous les sens. Alors pourquoi on s'en rend pas compte? Pour répondre à votre question initiale, c'est un process en fait qui a été expliqué médicalement. Les gens n'aiment pas dire le mot médical, mais finalement c'est par des psychiatres, par des psychologues. Exactement. Scientifiquement on va dire. Donc il y a un phénomène d'emprise. Exactement, et un phénomène d'emprise, c'est bien d'en parler parce que c'est trop tabou aujourd'hui, parce qu'on a des profils qu'on appelle exemplaires qui vivent ce genre de choses, et c'est OK. Pourquoi? Parce que en fait, la personne en face de nous va simplement s'adapter à nous. Ce sont des caméléons, et on ne peut pas s'en rendre compte. C'est de la manipulation. Après, il y a le mot manipulation aussi. Il y a emprise et il y a manipulation. On manipule tous un petit peu dans notre quotidien pour le bien ou pas de quelqu'un. L'emprise, c'est ça, c'est de la manipulation à grande échelle. Et souvent, c'est des personnes trop empathiques ou trop sensibles qui vont vraiment souffrir. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Moi, je peux vivre une relation de manière toxique et les mêmes faits, une autre personne ne va pas le vivre de manière toxique. C'est aussi important de le dire, parce qu'on est souvent dans le jugement des émotions des autres et de dire « Ouais, il t'a fait ça, mais ça va, c'est rien. » Mais non, moi j'en souffre, c'est pas rien. Lui, il sait que j'en souffre. Donc c'est toxique, parce qu'il appuie dessus. Et c'est de la violence psychologique? Moi j'appelle ça de la violence psychologique. Oui. Après, on vit tous de la violence psychologique. On se fait klaxonner alors qu'on est au feu rouge. C'est un peu de la violence psychologique. Oui, parce que certaines femmes, ça peut aussi aller à la violence physique. Bien sûr. Alors moi, je n'ai pas du tout vécu ça, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je dis toujours sur les réseaux, attention, je partage mon expérience. Je ne suis pas en train de faire une généralité et ne faites pas de généralité. Parce qu'on peut blesser quelqu'un juste en faisant une généralité. Il y a des femmes où ça va jusqu'à la violence. Pourquoi? Parce que... une personne qui est sous emprise, elle a des limites. On a tous nos limites. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais jamais laissé faire. Mais la personne en face, elle le sait. Si maintenant, il y a des femmes qui acceptent ça une fois ou deux, eh ben, ça va arriver. Parce qu'ils vont aller le plus loin possible et parfois, ils vont même repousser les limites. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de généralité. Pas dire « Ah, il t'a pas frappé. Non, c'est pas un pervers narcissique. » Ça n'a rien à voir. C'est important de se faire accompagner. Il y a plusieurs dimensions, effectivement, dans cette relation toxique. Vous en êtes sorti, vous êtes passé par des moments difficiles et... finalement, ce qui vous a sauvé, comme je le disais dans l'édito d'ouverture, vous avez, votre fille vous a un petit peu sauvé. C'était dans le roman, mais on peut le dire aussi, probablement aussi dans votre vie. Là, pour le coup, c'était autobiographique. Oui, alors moi, j'ai surtout mis le doigt sur ma maladie à ce niveau-là, parce que je suis tombée malade quand Inaya elle avait 2 ans. Et la maternité, ça change. Ouais, paternité aussi, attention, je précise. Mais être parent, ça change. Parce que quand on est responsable que de nous-mêmes, il y a des choses qu'on fait comme prendre des risques, la vitesse en voiture. Enfin, c'est une idée un peu stupide, mais il y a des choses comme ça qu'on ne fait plus quand on est parent, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui nous attend le soir à la maison. Et la maladie, je l'ai vécue de la même manière, parce que je l'ai vécue plus jeune, en me disant, si je meurs, je meurs. Bon. Voilà, c'est plus la souffrance qui dérange à ce moment-là. Sauf que quand on est parent, on se dit « Ah, t'as pas le droit de mourir parce qu'elle doit aller à l'école, t'as pas le droit d'avoir mal, t'as pas le droit de... » On a des responsabilités et on doit tenir nos responsabilités en tant que parents. Et finalement, c'est après l'épreuve qu'on se dit « En fait, elle m'a sauvé la vie. » Parce que je pense pas que j'aurais fait tout ça si elle n'était pas là, si elle ne m'attendait pas. C'est d'une certaine façon le cordon ombilical qui vous a maintenu avec c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et ça... c'est de rigueur dans toutes les épreuves, je pense. Toutes les épreuves qui peuvent nous emmener à sombrer. Une relation toxique, on s'abandonne soi-même pour l'autre, mais si on a un enfant, ça change. Ça veut dire que nos limites qui ont été repoussées, elles reviennent un peu, parce que je veux pas que ma fille voit ça, je veux pas qu'elle s'imagine qu'un couple c'est ça, je veux pas qu'elle se projette comme ça. Tiens, si elle me ramène quelqu'un comme ça, comment je réagis? Ah, je dois donner l'exemple. Vous réalisez d'une certaine manière que ce que vous vivez n'est pas normal en termes de relation. Oui, je pense qu'on s'en rend directement compte. Je pense que quand on est au travail et qu'on a un patron qui nous crie dessus, on se rend compte que c'est pas normal, mais on a des bouches à nourrir et il faut continuer à travailler. Et est-ce que je vais trouver du travail si je quitte mon travail? Mais en fait, on ne doit pas penser comme ça. Donc on compose avec des choses qui normalement devraient nous
Mais que ce soit dans le couple ou au travail ou autre, on banalise des choses pour rentrer dans une certaine norme, dans une certaine... il faut avoir un travail régulier, avec un salaire régulier, il faut être marié, avoir des enfants, etc. Et si je divorce, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et si je quitte mon travail, j'ai plus de salaire. Enfin, et c'est normal de penser comme ça, mais ça nous mène à repousser nos limites. Et quand la personne en face, elle le sait, qu'on dit je peux pas quitter mon travail, je peux pas divorcer, ça se fait pas, et ben la personne, on lui donne des outils pour ça. Alors après, c'est normal de le dire, parce que à la base, l'amour et le couple, c'est pas, on doit pas calculer ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, mais malheureusement, c'est ça qui arrive. Et c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut pas s'en vouloir, il faut pas avoir honte, mais il faut en parler. Alors, je lis la 4e de couverture de votre livre. Mon Dieu, lui ai-je dit, pardonne-moi de ne pas avoir voulu d'elle, pardonne-moi d'avoir espéré la perdre. Je ne savais pas, je ne pensais pas ce que je disais, j'avais juste peur. Je t'en supplie, mon Dieu, pitié, rends-moi mon bébé, je l'aime à la folie, je l'aime d'amour, je l'aime jusqu'aux étoiles, je te jure d'être une bonne maman, je te jure de prendre soin d'elle, je t'en supplie, ne me fais pas ça, ne me prends pas Mila. C'est le titre de votre livre, c'est une déclaration d'amour pour votre fille. C'est un moment particulier, je pense que c'est le seul chapitre du livre où j'ai vraiment beaucoup pleuré en l'écrivant. J'étais très carriériste avant, je travaillais dans la finance. Dans la finance, on en a pas. Exactement, j'étais très 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 carriériste. Je me projetais pas du tout avoir une vie de famille, et j'étais dans un couple toxique en plus, donc c'était pas du tout... j'ai toujours été un peu j'ai toujours eu des idées un peu utopiques de la vie, le mariage c'est parfait, je me suis mariée très jeune, il faut avoir une grande carrière, acheter une maison, avoir la chambre pour l'enfant, etc. Donc ça rentrait pas trop dans mon canevas, on va dire. Je suis tombée enceinte, je le savais pas, et ce que j'ai pris pour un déni, c'était une peur en fait. Et j'ai mis ça en 4e de couverture parce que ça représente la vie pour moi. C'est ce que je voulais le moins, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ça m'a sauvé la vie même. Et donc c'est ça un peu la vie. On souhaite parfois des choses et on passe à côté d'autres alors que c'est pas les bonnes choses pour nous et qu'il y a des choses encore plus belles qui vont arriver. Et c'est le destin. Et pour moi, c'est un moment important parce qu'au moment où Inaya elle est née, elle respirait pas et donc on me l'a retirée directement. Et je me suis... À 8 mois et demi. Oui, c'est ça, j'ai accouché 2 semaines avant. Et elle respirait plus. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, en la perdant, que c'est ce que je voulais le plus. Et c'est parfois... Ça a été un peu une leçon pour moi de me dire, la vie, je vais la voir différemment maintenant. Si quelque chose n'arrive pas, c'est qu'il y a un truc mieux derrière qui va arriver. Et si quelque chose arrive, c'est que ça va m'apporter quelque chose de bon. Et je pense que si on prend la vie comme ça, même la relation toxique, finalement, elle m'a apporté des bonnes choses. Elle m'a apporté ma fille, qui m'a sauvé la vie. Elle m'a apporté ma carrière, parce qu'en fait, j'ai pas pu me concentrer sur autre chose que ça. C'était ma seule soupape. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas... C'est des épreuves. C'est des épreuves et c'est un chemin. C'est plus un chemin qu'une épreuve. On tire toujours quelque chose de positif de tout. Alors, vous parlez beaucoup, il y a une sorte d'introspection, que ce soit dans vos vidéos, dans les vidéos, dans les interviews que vous avez pu donner en France et en Belgique, mais aussi dans vos écrits, dans votre livre. Vous parlez de votre hypersensibilité. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure en parlant du pervers narcissique qui s'alimente un peu de vos failles, entre guillemets, parce qu'on tout dépend comment on perçoit cette hypersensibilité. D'ailleurs, souvent, elle est perçue négativement par les intéressés eux-mêmes, parce qu'ils estiment qu'ils sont un petit peu en dehors de ce monde, étrangers à ce monde, dans une situation délicate, fragile, dans une situation de fragilité. Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez hypersensible ? C'était vraiment jusqu'au diagnostic d'un psychiatre, ou bien même avant déjà vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet? Moi j'ai eu la chance d'être diagnostiquée très tôt, mais j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas diagnostiquées et je me rends compte que c'est une chance de le savoir. Après il y en a d'autres aussi autour de moi qui ne le savent pas et qui vivent très bien, mais je pense que quand on sent que c'est bizarre, c'est peut-être pas mal d'aller parler à quelqu'un. Ça ne veut pas dire faire un diagnostic, mais entendre quelqu'un qui va dire vous êtes différent et c'est ok, enfin, tout va bien. Et le neuropsy m'a dit un truc assez fou, parce que je peux pas dire que je m'accepte aujourd'hui, c'est un processus de toute une vie je pense, et je m'accepterai jamais complètement, mais en tout cas j'apprends à composer, à vivre avec moi-même. Mais le neuropsy a dit, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être comme ça.
Et moi, ça me choque parce que je viens avec des problèmes. Je viens parce que justement, je me sens pas bien. Vous avez la chance d'avoir des problèmes. Ouais, le psy qui te dit t'as de la chance. Enfin voilà, je me suis dit, il est bizarre lui un peu. Et après, il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai trouvé l'explication belle et c'est une belle manière d'apprendre à s'accepter. Il m'a dit la manière dont... Donc il me tutoie, il me dit la manière dont tu vois la vie, nous on la voit pas comme ça. Et c'est une chance de la voir comme ça. Il m'a dit c'est vrai que quand tu vas mal, tu vas très mal et c'est horrible. Et ben dis-toi que quand tu vas bien, c'est à ce même niveau que tu vas bien et que tu vois la vie belle. Nous, c'est linéaire. Alors oui, avec des petits hauts et des petits bas, bien sûr, tout le monde a des moments difficiles dans la vie, mais quand tu... Je vais utiliser un mot familier, mais quand tu kiffes vraiment. Et moi, ma vie, c'est vrai que quand je kiffe. Quand je vis un moment, je le vis vraiment à fond. Pleinement. Je ne sais pas si je suis heureuse. Je pense que ça aussi, c'est un processus de toute une vie. Mais sur le moment même, ma sensibilité fait que mes émotions sont très fortes. C'est de l'euphorie. C'est vraiment de l'euphorie. Et ça, c'est une chance. Et ça, j'arrive maintenant à m'en rendre compte et à mieux accepter les moments un peu plus difficiles, du coup. Un diagnostic qui vous a rassuré, en tout cas, sur ce que, ou permis de comprendre sur ce que vous viviez, l'hypersensibilité. Alors, j'ai utilisé sciemment ce terme. Vous aimez pas trop le terme HPI, au potentiel intellectuel. Maintenant, on parle aussi de HPE, au potentiel émotionnel. Comment vous avez vécu, vous avez été diagnostiqué très tôt, comment vous avez vécu ou comment vous avez grandi avec cette connaissance de vous-même, à savoir cette douance, comme on dit, quand on parle de surdoué, cette douance à la fois peut-être dans l'aspect académique, l'école, mais aussi dans la manière de comprendre le monde et comprendre les émotions qui animent les gens autour de vous. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon papa est psy et donc je le dis toujours. Non mais c'est vrai, il y a des choses qu'on vit moins bien et il y a des choses qu'on vit mieux que les autres. Moi j'ai eu la chance d'être bien accompagnée durant toute mon enfance. Mes parents étaient très à l'écoute, très ouverts, faisaient beaucoup attention à ça. Au niveau académique, j'ai sauté une année très vite, etc. Ce que je ne conseille pas. Moi je le fais pas pour ma fille parce que l'expérience de vie... diagnostiqué HPI. Oui, l'expérience de vie, on n'a pas d'avance. Les 2 années qu'on n'a pas vécues. Son âge, exact, les 2 années qu'on n'a pas vécues, on les a pas vécues juste et les autres les ont vécues. C'est des acquis peut-être en plus parce qu'on a une manière différente de voir les choses. Et moi, j'essaye par exemple pour ma fille qu'elle soit plus intégrée avec des gens de son âge et qu'elle trouve d'autres manières d'aborder des sujets et d'apprendre sur les autres. Donc moi, je l'ai finalement assez bien vécu. Je me suis sentie différente, toujours. Mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment mal vécu. Parce que voilà, mon soutien familial était assez grand. Et c'est ma bulle aujourd'hui, justement, dans laquelle je trouve mon réconfort. C'est plus au niveau... C'est plus tard, en fait, au niveau relationnel. Oui. Moi, c'est vraiment au niveau relationnel que j'ai un problème. Alors, au travail, c'est compliqué parce que dans la norme, si quelqu'un vient avec que des solutions et veut aider tout le monde, on se dit, mais elle veut monter au-dessus de tout le monde, elle veut écraser tout le monde, alors que moi, j'arrive juste, j'ai une solution, c'est trop bien. Après, je suis montée très haut dans la finance et donc là, il y a beaucoup plus de profils, on va dire, similaires, mais ça reste compliqué. Ça s'est fini d'une manière un peu compliquée d'ailleurs. Et puis voilà, c'est surtout la vie de couple, la vie amicale. Quand on est ado, on a envie d'être comme les autres. Et donc, j'ai essayé pendant des années d'être comme tout le monde et j'ai beaucoup souffert de ça. C'est très tardivement, c'est il y a, je dirais, 4-5 ans. Surtout la maladie a beaucoup joué, que j'ai dit, OK, maintenant je suis moi-même. Il y a 3/4 des personnes qui sont plus là. Et puis finalement, le quart qui reste... C'est dans les moments durs où on se sent... Ouais, c'est compliqué. Et puis après, mais en même temps, on se sent mieux parce qu'on est soi-même. Ouais. Et en même temps, il y a des gens qui partent et puis on se dit, en fait, tant mieux, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis peu accompagnée, mais bien accompagnée. Et je crois que c'est important pour tout le monde. HPI, HPE, tous les termes qu'on peut utiliser dans la vie. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est des diagnostics qui sont faits, mais il y a tellement de particularités chez les gens. Après, voilà, qui n'ont sûrement pas de nom. C'est tout un pantone de nuances. Exactement. Et donc, moi, j'ai juste envie de dire, on dit maintenant neurotypique, neuroatypique, norme, pas norme. Voilà, on sait qu'il y a la norme et pas la norme. Mais finalement, c'est un conseil qui s'applique à tout le monde. Essayer de s'écouter, de s'accepter et
et de pas supplier les gens de rester autour de soi, mais de s'entourer des bonnes personnes. Et moi, je fais encore des erreurs aujourd'hui, malgré mes thérapies, ma connaissance profonde sur le sujet, j'en fais encore et c'est OK en fait. Et c'est plus banaliser ça qu'il faudrait faire. Alors, on va écouter un audio de Héloïse Delay. Vous êtes sur Instagram, donc probablement vous l'avez déjà entendu. Gustave Flaubert disait « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui rafle les autres me déchire. » Et c'est exactement ça, ce que je ressens. Cette espèce de bouillonnement intérieur, toutes ces émotions, ces pensées qui ne me quittent pas une seule seconde. Cette sensibilité qui me fait pleurer, souvent, en lisant une phrase, en entendant un rire, mais aussi m'effondrer pour une parole. Au quotidien, je me sens toujours en décalage, parfois comme trop, et parfois comme pas assez. Jamais d'entre deux. J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que les autres. Parce que mon monde à moi est sans nuance, rien n'est gris, la demi-mesure n'existe pas. Tout est fort, extrême, me renverse le cœur, me déchire en deux. Ma sensibilité me transforme en éponge, elle me rend vulnérable, parce que je ressens tout ce qui m'entoure. Je sais voir ce que l'on ne voit pas, ou que l'on ne veut pas voir. Je ressens l'autre, je ressens ses émotions comme si je les vivais pour lui, avec lui. J'analyse et j'interprète tout ce qui m'entoure. Je voudrais tout comprendre, tout contrôler. Je voudrais ne créer aucune vague, alors que je suis dans une tempête. Alors, est-ce que, comme Héloïse... C'est très beau, hein. Ouais, Héloïse Delay, vous vous retrouvez dans ce vécu, et puis ces mots de Gustave Flaubert, hein, tout ce qui rafle les autres me déchire. Tout complètement. Ça m'a fait sourire parce que j'ai écrit un texte un peu similaire dans un moment où j'allais pas bien. Je pense que c'est dans les moments où on va pas bien qu'on se rend compte de tout ça. Après, il y a des moments où on est pris un peu par le travail. Là, je suis en tournée médiatique. On rencontre des belles personnes et on s'en rend moins compte. Mais par contre, je sais aussi qu'en rentrant, ça va être difficile. Parce que il y a l'euphorie et puis d'un coup on est seul, on se rend compte de tout ce qui vient de se passer. Ma vie elle est en train de complètement changer aussi avec le livre et puis ce qui arrive par la suite. On vit tout beaucoup plus fort et la joie est plus forte. Enfin, quand on fait une activité sportive par exemple, on est dans une euphorie, puis après il y a les endorphines quand ça se termine, et puis après on est juste bien. Moi c'est les montagnes russes. Moi je fais du sport tous les jours, mes émotions... Vous avez besoin de ça. J'ai besoin de ça et mes émotions sont tout le temps en effervescence, que ce soit positif ou négatif. Dans une journée je peux être hyper silencieuse et parfois on me dit tu parles trop, tais-toi. et c'est un peu ça. Mais imaginez appliquer ça à tout, au travail, aux relations avec les gens. Il y a quelque chose qu'elle dit dans l'audio qui est intéressant, prendre les émotions des autres. J'essaye de m'entourer moins à cause de ça parce que j'ai l'impression de distribuer mon énergie pendant la journée à chaque fois que je rencontre des gens. D'être une éponge et donc d'absorber aussi parfois les... Mais au-delà de l'éponge, comme elle le dit, moi je passe déjà au step d'après. Ça veut dire qu'on absorbe tout, mais on est aussi orienté solution et donc on veut trouver des solutions pour tout le monde. Et au final on distribue notre énergie à tout le monde et c'est de la bienveillance et les gens ne se rendent pas spécialement compte de ça. Aujourd'hui je suis beaucoup moins entourée et moins fatiguée, mais parce que sinon on passe... Moi, j'étais au téléphone tout le temps à trouver un garagiste pour une amie, juste parce qu'elle m'a dit ma voiture est en panne, elle m'a rien demandé. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué. Trouver en fait. des solutions, comme vous disiez. Tout le temps. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué. À 30 ans, dans votre livre, à 30 ans, il était temps de commencer à vivre. Et en fait, c'est d'une certaine manière, c'est là aussi où vous vous rendez compte que votre fille est tout ce que vous avez. Et c'est cette relation mère-fille. Alors, c'est un sujet qui parlera beaucoup à des mères en Europe, mais aussi au Maroc. Il y a des mères célibataires, par exemple. On en a beaucoup parlé. On en parle beaucoup dans les médias. La situation des mères célibataires et ces associations qui font un travail merveilleux pour accueillir ces mères, parce que la situation est très délicate d'un point de vue à la fois administratif, mais aussi social, mais aussi des femmes divorcées qui sont mères aussi, avec des enfants en bas âge. Ça occupe une place importante, cette relation mère-fille. Comment vous avez essayé justement de raconter votre histoire et pour qu'elle serve aussi un petit peu peut-être de symbole ou
pas forcément de modèle, mais en tout cas d'espoir pour ces mères qui parfois vivent des difficultés. Mais quand je dis à 30 ans, il est temps de commencer à vivre, en fait, ça reprend un peu tout ce cheminement que j'ai eu dans ma vie. C'est qu'à vouloir toujours aider tout le monde, on ne s'aide pas soi-même. On s'oublie. Et on s'oublie. Et en fait, à 30 ans, j'ai eu cette grosse introspection en écrivant le livre. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours vécu pour les autres. J'ai voulu rendre fiers mes parents en faisant de grandes études. Après, je me suis mariée vite. J'ai dû m'occuper de quelqu'un de malade. Après, moi, je suis tombée malade. Après, j'ai directement été maman en combinant ces 3 choses. Et je suis qui aujourd'hui, finalement ? Je ne sais pas qui je suis. Et comment je peux dire à ma fille accepte-toi comme tu es, sois qui tu es, fais ce que tu veux, fais de grandes choses, alors que moi-même, à 30 ans, je ne sais pas qui je suis. Et en écrivant le livre, je me suis dit, aujourd'hui, il est temps de faire ce que j'aime. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, il est temps d'essayer. Et je me suis rendu compte que beaucoup de parents sacrifient leur vie pour leurs enfants, et c'est admirable. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Ma maman, c'est quelqu'un de comme ça. Elle s'est sacrifiée pour nous 3. Elle a tout fait pour nous, et je la remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à elle qu'on est là. Mais je pense qu'elle a donné un modèle aussi de sacrifice. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de donner un autre modèle à ma fille. J'ai envie de lui dire, à 32, entre-temps, il y a 2 ans qui sont passés, bientôt 3, mais à 32 ans, je veux être épanouie, me sentir bien dans ma peau. Si je ne suis pas bien en couple, je quitte, je divorce. Et c'est comme ça, c'est mon bien-être. Parce que si elle me voit bien, là, je suis un bon exemple pour elle. Et ça engendre d'autres sacrifices. Cette année, j'ai passé beaucoup moins de temps avec elle, avec le livre, etc. Je culpabilise beaucoup de ça parce qu'on avait une relation très fusionnelle. C'est encore le cas, mais on est moins physiquement ensemble. Une fois, vous avez même raté le train et vous étiez en pleurs. Ouais, j'ai fait une crise d'angoisse parce que je devais aller la chercher. Je suis seule avec elle et donc c'est beaucoup de sport et c'est moins de moments qualitatifs. Alors, je suis toujours beaucoup avec elle vu qu'elle vit avec moi 7 sur 7, mais je sais que je lui offre moins de temps qualitatif. Elle est en vadrouille tout le temps avec moi. Alors, elle aurait pu être avec moi aujourd'hui, mais elle a préféré rester profiter. Mais je l'emmène partout avec moi. Mais on communique et je lui dis, ce que je fais là maintenant, c'est pour moi, pour réaliser mes rêves, pour être heureuse et pour nous mettre à l'abri aussi. Et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui. Et pas sacrifie-toi. Parce qu'après, on se sacrifie pour son mari, pour tout le monde. Et on n'est pas heureux au final. Moi, je préfère aujourd'hui avoir ce message pour ma fille. Sois heureuse. Elle veut être coiffeuse. Je lui dis, sois la meilleure coiffeuse que tu puisses être. Alors d'ailleurs, vous avez une vie épanouie. Vous avez, je disais, plusieurs vies en une. Vous avez travaillé dans la finance. Vous êtes lancé d'un seul coup, vous avez tout arrêté, vous êtes lancé sur Instagram, ce qui n'est pas forcément le chemin naturel, la voie naturelle. Très souvent, c'est plutôt des jeunes femmes qui s'essayent à Instagram et puis ça fonctionne, ou bien des stars de la télé ou de la télé-réalité. Donc vous arrivez dans un domaine quand même qui est un petit peu... touchy. En tout cas, beaucoup diraient antinomique avec votre parcours professionnel, on ne comprend pas trop. Exact. Mais en même temps, vous êtes lancée vous êtes comédienne, vous êtes autrice, vous êtes lancée dans un livre que vous avez écrit en 20 jours. Ouais. C'est assez impressionnant. Vous êtes une sorte de boulimique, vous avez besoin d'être partout, de faire plein de choses à la fois, d'avoir une vie à 100 à l'heure. Vous avez toujours été comme ça ou c'est vraiment à 30 ans, comme vous l'avez dit ? Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait beaucoup de choses, j'ai toujours eu beaucoup de rêves et j'ai toujours tout fait pour réaliser mes rêves. Après, j'ai toujours fait beaucoup de choses à la fois. Par exemple, Instagram, j'étais dans la finance, donc j'étais haut placée dans la finance. Et c'était un peu drôle, en fait, d'avoir une femme qui est hyper sérieuse, qui fait du contrôle bancaire. Et puis qui... à côté un peu décalé. Voilà. Mais c'est pour ça aussi, c'est bien de remettre la genèse de chaque chose. Instagram, pour moi, au début, c'est un moyen de communication. C'est pas un truc d'influenceur ou de partage de produits. C'était un peu votre bouffée d'oxygène, d'une certaine manière. Je partageais mon sport, en fait. Soon.fit, c'est parce que je partageais mon sport, mon fitness. Et donc, il n'y avait aucun intérêt professionnel ou de gagner de l'argent. Je gagnais pas d'argent. J'en gagne pas beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai fait ça en même temps. Sauf que la vie m'a enseigné que c'est bien d'avoir plusieurs choses en même temps parce que ma carrière s'arrête brutalement
je sombre dans un moment très compliqué et je me rends compte, c'est cool, en fait, j'ai Instagram, j'ai une communauté qui me suit, qui s'inquiète pour moi, c'est assez cool. Je vais partir là-dessus, on va faire un truc avec ça. Donc j'avais Instagram bien avant d'arrêter la finance. J'ai Instagram depuis 5 ans, j'ai arrêté depuis 2 ans, je pense. Après, comédienne, si je dois regarder chaque métier, comment je l'ai fait, sur un malentendu un peu. Instagram, c'est parce que j'ai commencé la photo publicitaire, parce que j'avais besoin d'argent et que je me suis inscrite dans une agence de pub parce qu'ils m'ont chopé dans la rue, ils m'ont dit tu veux faire des photos, j'ai dit ok d'accord, et ils m'ont dit par contre il faut avoir Instagram parce que c'est ton book. J'ai installé Instagram, j'avais jamais eu de réseaux sociaux de toute ma vie. Et donc finalement je me suis dit tant qu'à le faire, autant le faire bien. C'est une règle que j'ai, si je fais un truc je le fais à 100% et ça donnera peut-être quelque chose. Le livre, j'avais pas du tout prévu d'écrire, du tout. Je me suis sentie trop mal. Je lisais beaucoup parce que je voulais fuir mon quotidien, parce que j'étais dans cette période un peu dark. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire? Et puis j'ai commencé à écrire. Et comme je fais toujours les choses à fond, pendant l'écriture, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble à un livre. Je vais rajouter des trucs. 360 pages à peu près. Ouais, je crois. Je sais plus combien, 320, je pense. Et je me suis rendu compte que ça donnait un truc. Et donc, je me suis dit, je vais rajouter des personnages, je vais rajouter un peu d'humour, un peu de suspense, un peu de trucs. Finalement, ça crée un livre. Là, je viens de signer le film. Alors, je vais partir. Là aussi, c'est une opportunité. C'est un malentendu. Ma vie est un malentendu. Comment du livre écrit en 20 jours, publié, donc édité, publié, comment vous vous retrouvez à avoir une proposition de l'adapter en film? Pour l'écriture en 20 jours, on met beaucoup ça sur le côté HPI, mais oui et non. C'est pas parce que je suis HPI que j'ai écrit un livre en 20 jours. Tout le monde peut écrire un livre en 20 jours. J'ai écrit en 20 jours au lieu de 1 an parce que j'ai ce trouble et cette toc de quand je commence un truc, il faut le terminer. Donc, quand je m'embarque dans l'écriture, je me dis ça prend du temps quand même en fait, ça va être long. Mais moi, c'est impossible de faire ça pendant 6 mois parce que ma vie, elle n'existe plus. Quand je commence un truc, il n'y a que ça. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, écrire un livre en 20 jours, c'est parce que je fais que ça du matin au soir. Je m'endors de fatigue, je dors 3-4 heures, je me lève, même pendant que je cours, je prends des notes. N'importe qui peut le faire, entre guillemets, écrire un livre en 20 jours. C'est juste qu'après, je suis out pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais un zombie. Donc, si j'avais étalé sur plusieurs mois, ça serait plus normal. On va dire c'est juste ça, c'est juste anormal ce que j'ai fait. Et j'ai commencé ma tournée médiatique 1 an après, en France. Je suis sur un plateau pour parler du livre. Il y a une productrice qui est là. Qui reste par hasard, qui écoute l'histoire et qui dit c'est une chouette histoire. Elle a acheté le livre, elle a lu, elle a adoré, elle m'a contactée puis elle m'a dit on va faire un film. Et moi je me suis dit mais c'est complètement fou, c'est pas possible, c'est une blague. Elle m'a parlé de ça en juin et j'ai plus jamais osé la relancer parce que je me suis dit elle doit dire ça à tout le monde, c'est comme ça, ils signent un peu partout puis ils en choisissent un et en fait pas du tout. En septembre j'ai signé, j'ai rencontré les scénaristes et je me voilà embarquée dans une aventure cinématographique parce que du coup je suis un peu consultante on va dire sur le film jusqu'à la sortie quoi. Ça va être fou. Alors sortie prévue, il y a déjà une date? Non, alors j'ai rencontré on a choisi les scénaristes. Les scénaristes, d'accord. Et donc là ils sont 2 sur le livre, donc ils vont nous proposer une histoire. Je vais lire, après c'est un long process. C'est un long process. Mais par contre il y a le 2 que j'ai écrit, que j'ai terminé. Donc un deuxième ouvrage qui est terminé. Il y a la suite. Oui, je l'ai fini cet été, je l'ai écrit cet été. Et il est en correction. Donc, il sortira pas tout de suite non plus, mais l'idée, c'est aussi de faire une suite de films. Donc, ça va être un peu la suite des aventures, les années à venir, ce qui est long pour moi, qui n'attend jamais. J'aimerais que ça se fasse là tout de suite, mais je vais devoir être patiente. Il faut effectivement... La vie est un long chemin et aussi pour Carla et Mila, les personnages de votre roman. Là, vous êtes au Maroc, vous êtes un petit peu vous essayez d'être assez présente au Maroc. Que représente justement le Maroc pour vous? Alors, vous êtes entre Paris et Bruxelles, mais le Maroc aussi occupe une place importante. Vous êtes souvent au Maroc. Que représente le Maroc Le Maroc, c'est mes plus beaux moments d'enfance. Parce que forcément, nos plus beaux moments, quand on est enfant, ce sont les vacances. Et j'ai la chance d'avoir mes 2 parents qui sont dans l'enseignement. Et donc, on a 2 mois de vacances avec eux. Et on venait 2 mois ici et c'est mes plus beaux moments, le Maroc. La région de Tétouan, je crois, c'est ça? Ouais, mais mon père, on a vraiment fait tout le Maroc. Je dis, alhamdoulilah, j'ai eu une belle enfance et
on restait une semaine dans la famille de ma maman dans le nord. Donc Ouais. ça a été toi, Nazila, à Tanger. Et puis Casablanca, ici une semaine, dans les quartiers populaires. Haï Mohammadi, vraiment le quartier populaire. Et on adorait ça. Et puis après, on partait. On a vraiment fait tout le Maroc, je pense. On avait En un baroudeur. pick-up et on partait voyager. Le Maroc, ce sont mes racines et c'est, je pense, le pays qui correspond le plus à mes valeurs et mes principes aujourd'hui. Mhm. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et j'envisage vraiment là de vivre au Maroc. Ah oui, Ouais, ma fille, elle en rêve. aussi. Et je pense que c'est un projet qui va se faire moyen terme, on va dire. D'accord. Donc, et une ville en particulier, vous êtes tombée amoureuse d'une ville ou bien c'est Je pense que si je viens au Maroc, j'en profiterai pour vivre près de mon papa, qui est Ouais. ici à Casablanca. Casablanca? Je ne vais pas donner son adresse, mais Non, non. il Non, est encore- un petit peu en dehors de Casablanca. Voilà, ce serait... Ouais. Là, je suis près de ma maman. Mm. Si je viens au Maroc, alors je viens près de mon papa. Et Mhm. l'idée, c'est que Inaya, elle est très, très proche des deux et qu'elle puisse, qu'elle puisse avoir passer de belles années avec profiter son papy. Ouais. des deux parents. Alors, merci beaucoup à Soundouz Moustarhim. Merci à vous. Je rappelle, autrice et comédienne. Le livre, on peut l'acheter dans toutes les librairies en Partout. Europe. Au Maroc, est-ce qu'il est disponible ou Alors, pas encore? En Europe, il est disponible partout, Oui. vraiment. Fnac aussi, Amazon. Au Maroc, il y a Amazon, mais il y a des librairies francophones. Toutes les librairies francophones, il est sur commande. D'accord, ils peuvent le commander. Ouais. Donc, les librairies francophones dans les grandes Exactement. villes marocaines. Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Hein. Un vœu d'amour céleste. Soundouz Moustarhim, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et être venu Merci à vous. en Merci pour studio. l'accueil. Vivre avec vous.